Il est 13 h, bienvenue dans le journal de la mi-journée. Madame, monsieur, bonjour. Tout de suite, les titres de votre édition. 15 novembre 2023, la Côte d'Ivoire célèbre la paix. Comme tous les 15 novembre depuis 1996, les populations sont appelées à œuvrer pour la consolidation de la paix, préalable au développement harmonieux et durable. La déclaration du gouvernement dans quelques instants. Le 23e salon du Millipol, rencontre internationale des professionnels du marché de la sûreté et de la sécurité, a ouvert ses portes ce mardi 14 novembre 2023 à Paris, en France. La Côte d'Ivoire y prend part avec une forte délégation conduite par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Et puis au Mali, quelle perspective après la prise de Kidal par les forces armées? L'armée malienne, avec un important appui des mercenaires du groupe paramilitaire russe Wagner, a pris position mardi dans la ville de Kidal, bastion de la rébellion depuis maintenant 11 ans. Bienvenue dans votre édition. Aujourd'hui, 15 novembre 2023, la Côte d'Ivoire célèbre la paix comme tous les 15 novembre depuis 1996. La paix, denrée indispensable au développement économique. La journée nationale de la paix ce mercredi sera marquée entre autres par une prière écuménique pour la cohésion nationale. Ce sera tout à l'heure à Anono, dans la commune donc de Cocody. Mais avant, nous vous proposerons dans quelques instants le message du gouvernement lu par la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmonde Dogo. Ce sera dans quelques instants. La Chine abrite la 3e table ronde entre le Conseil économique et social de Chine et l'Union des conseils économiques et sociaux des institutions similaires d'Afrique. Le président du CESEC, Aka Awele, conduit à cette rencontre une forte délégation ivoirienne. La conférence inaugurale a eu lieu lundi. Elle a porté sur la promotion des entreprises de modernisation en Chine et en Afrique. On fait le point avec notre envoyé spécial en Chine, Michel Digré. Bâtir conjointement une communauté de destin Chine-Afrique, tel est l'enjeu de la 3e table ronde entre le Conseil économique et social de Chine et l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires d'Afrique. Ahmed Reda Chami, président de l'UCESA, liste quelques domaines de coopération à explorer. Nous avons en Afrique beaucoup de choses à faire dans l'industrialisation et l'avenir de l'Afrique est dans l'industrialisation. J'en suis convaincu. Et donc, là, c'est un vrai sujet de collaboration que nous pouvons mener ensemble. Deuxième sujet, les infrastructures, le transfert de compétences dans la recherche et l'innovation, le financement des stratégies d'adaptation des pays africains. Et enfin, sujet extrêmement intéressant, c'est la mobilité urbaine que nous allons discuter. Prenant part au débat sur la mobilité urbaine, le président du CESEC, Dr Aka Awele, a présenté toutes les initiatives du gouvernement ivoirien pour accroître les infrastructures routières du pays, un secteur porteur pour les affaires. L'ambitieux programme de développement initié par son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, offre de multiples opportunités d'investissement dans les domaines des infrastructures routières et du transport en Côte d'Ivoire. Aussi, la politique libérale, le code des investissements et les différentes réformes initiées par le gouvernement, ainsi que les infrastructures de base dont dispose le pays, rendent la destination Côte d'Ivoire très attrayante et compétitive pour les investissements dans la réalisation des infrastructures routières et le renouvellement du parc automobile. Enfin, le transfert de technologies très attendues dans notre pays, au-delà de l'agriculture, au-delà de la santé et la culture, pourrait s'étendre au domaine des infrastructures routières et du transport. Le président du Conseil économique et social de Chine souhaite que ce cadre d'échange soit le catalyseur de la coopération sino-africaine. Nous devons travailler ensemble pour que ce mécanisme contribue davantage à la communication politique et à la coopération pragmatique entre la Chine et l'Afrique. Le second panel qui a porté sur l'initiative La ceinture et la route a été conduit par Fatoumata Diakité Koti, vice-présidente du CESEC.
De la Chine à Paris, en France, où se tient le 23e salon du Millipol, rencontre internationale de tous les professionnels du marché de la sécurité et de la sûreté. Le salon a ouvert ses portes ce mardi 14 novembre, hier donc, en France. La Côte d'Ivoire y prend une part active avec une forte délégation conduite par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Wagondo Diomandé, occasion pour lui de s'imprégner des avancées technologiques et du matériel de dernière génération pour la sécurité des États. On y va tout de suite avec notre envoyé spécial à Paris, Issa Tchonan Yeo. Depuis ce mardi, et ce jusqu'au vendredi 17 novembre 2023, Paris, la capitale française, accueille le Millipol, l'événement mondial de la sûreté et de la sécurité intérieure des États. Il s'agit, au cours de ce salon, qui va durer 4 jours, de présenter les innovations technologiques et le matériel de pointe dernière génération en matière de sécurité pour la protection des États. Une protection des nations qui ne peut se faire sans le partenariat entre l'État et le privé. C'est en travaillant ensemble, le monde privé et le monde public, que nous préparerons en effet la sécurité de nos concitoyens et de nos États. Et je formule les vœux qu'il n'y ait pas d'opposition entre la sphère publique et la sphère privée, mais bien un travail continu qui aide l'État, les policiers, les gendarmes, les services de renseignement à être plus efficaces. La France vient de relever le défi sécuritaire en organisant récemment la Coupe du monde de rugby. Le ministre ivoirien de l'Intérieur et de la Sécurité veut réussir ce pari avec l'organisation de la prochaine CAN en Côte d'Ivoire en janvier 2024. L'occasion de venir au Millipol justement nous permet de voir toute l'évolution de la technologie en matière de sécurité, échanger avec les participants dans le cadre d'un échange d'expérience. Mais aussi, il s'agit de tisser des partenariats pour gagner en efficacité quant aux prestations à fournir à notre pays et à nos concitoyens. La lutte contre le terrorisme et la sécurité dans sa globalité tiennent à cœur au président de la République Alassane Ouattara. Pour le tenant du portefeuille de l'Intérieur et de la Sécurité, le Millipol est l'occasion pour les États d'actualiser le type de matériel adéquat pour leur sécurité intérieure. Nous ne devons lésiner sur aucun moyen pour garantir le bon déroulement de cet important événement. Nous allons mettre en œuvre tout ce que nous aurons eu comme expérience ici, comme innovation, pour que, bien évidemment, la sécurité en Côte d'Ivoire soit renforcée. Ce 23e salon du Millipol enregistre, en plus du ministre ivoirien Wagondo Diomandé, la présence très remarquée du ministre de l'Intérieur du Singapour et des autorités indiennes. Retour en Côte d'Ivoire pour évoquer la journée nationale de la paix. À cet effet, le médiateur de la République a produit une déclaration. Il en ressort ceci dans l'objectif de maintenir un climat de paix dans nos communautés. L'institution, le médiateur de la République, dont l'une des missions principales réside dans le renforcement de la cohésion sociale, mène de nombreuses missions de sensibilisation au vivre ensemble et à la tolérance auprès des populations sur l'ensemble du territoire national. Et le médiateur de la République saisit l'occasion de cette commémoration pour exhorter et encourager chaque habitant de la Côte d'Ivoire à œuvrer à la préservation de ces acquis donc, en adoptant au quotidien des comportements de paix, de tolérance, de cohabitation pacifique pour le développement de notre pays et le bien-être de tous ceux qui y vivent. Et c'est signé le médiateur de la République, Adama Toungara. Journée de la paix, aujourd'hui, donc 15 novembre 2023, la Côte d'Ivoire célèbre l'événement comme tous les 15 novembre depuis 1996. La paix, denrée indispensable au développement économique. La journée nationale de la paix, ce mercredi, sera donc marquée, entre autres, je vous le disais, en titre,
par une prière œcuménique pour la cohésion nationale en Côte d'Ivoire. Ce sera tout à l'heure à Anono, dans la commune de Cocody. Mais avant, je vous propose d'écouter la déclaration du gouvernement, déclaration lue par la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmonde Dogo. 15 novembre 2023, journée nationale de la paix. La 27e depuis son institution par décret en mars 1996. Le lieu de faire la lumière sur les efforts consentis par le gouvernement sous l'impulsion du président de la République, Alassane Ouattara, pour une Côte d'Ivoire paisible, unie et prospère. L'amélioration constante des conditions de vie des populations avec les revalorisations salariales, la facilitation du retour des filles et fils du pays, l'instauration du dialogue politique et social permanent, l'amélioration de la sécurité, la réalisation d'infrastructures importantes, capitales pour le développement économique et social de notre pays. Ces efforts ont permis à la Côte d'Ivoire, notre pays, de redevenir une oasis de paix en Afrique de l'Ouest. Laissons derrière nous le passé pour construire avec la jeunesse une paix durable dans la diversité. Thème retenu pour cette 27e journée dédiée à la paix. Chers jeunes, pour votre avenir, engageons-nous ensemble pour vous offrir les meilleures conditions de réussite. Engageons-nous ensemble pour la consolidation de la paix. Certes, nous constatons les fruits de la paix retrouvée. Cependant, nous ne devons pas oublier que la paix est un processus, une quête, une aspiration, un engagement qui se construit au quotidien dans nos interactions avec les autres et avec notre environnement en se fondant sur les valeurs humaines que sont la fraternité, la solidarité, le respect des autres, la tolérance, le sens du pardon, la discipline, le sens de la justice et de l'équité. Et à 2 mois de la grande messe du football africain en terre ivoirienne, la paix et la cohésion nationale sont plus que jamais des denrées à consolider. La paix est un processus. Plusieurs actions sont donc menées, notamment des actions de sensibilisation sur la cohésion sociale et le vivre ensemble dans la région de Gbeke, où plusieurs localités ont été le théâtre de crises intercommunautaires. Les autorités administratives et coutumières, avec à leur côté les guides religieux et les jeunes, ont mis en place plusieurs stratégies pour consolider donc l'unité. Quelles sont ces stratégies? Nous en parlons avec Boubacar Silla. La paix et la cohésion sociale, socle à tout développement, sont désormais palpables dans toutes les localités de la région de Gbeke. Béoumi et Diabo sont 2 communes qui ont vécu respectivement des crises intercommunautaires en 2019 et 2023. Les populations de ces 2 localités vivent en parfaite harmonie aujourd'hui. Une paix retrouvée grâce à un dispositif d'alerte précoce, de prévention et de règlement de conflits. Un dispositif composé des autorités administratives, de la chefferie traditionnelle, des guides religieux et des jeunes. Quand nous avons l'occasion, on ne se tait pas, on donne des conseils. L'essentiel c'est qu'il y ait la paix. Parce que l'Ivoirien, l'hospitalité, elle est légendaire. Ça est dans notre sang. Dans nos prêches, même dans les radios de proximité, nous continuons de prôner la paix. Il y a des conférences même à la mairie, à la sous-préfecture, il y a des conférences qu'on organise, dont les thèmes centraux sont la paix. Ici, il n'y a pas chrétien, il n'y a pas musulman, on est ensemble. Chaque fois, moi-même, avec Pasteur Blidu, on est ensemble. Même avec le nouveau chef de village, il n'y a pas de problème. Nana Batlémine comme Nana, chef de village, il n'y a pas de problème. C'est l'amour, vivre ensemble. Mieux, à Béoumi, une plateforme numérique des jeunes a vu le jour. Nous avons mis en place une plateforme en ligne appelée Engagement pour prévenir les éventuelles crises. Aujourd'hui, avec l'implication de tous, la paix est une réalité. À Diabo, les femmes du marché s'en sont remises au chef canton pour toujours préserver le vivre ensemble. Pour Nana Thomas Baté, la paix est un bien précieux. Le vivre ensemble constitue un noyau important. Et la paix, comme le président Houphouët-Boigny l'a dit, doit être un sacerdoce pour tous les Ivoiriens. Soyez bénis, Houphouët-Boigny, les jeunes de Côte d'Ivoire vous remercient. La délégation régionale du médiateur de la République
de son côté, entend faire de Gbeke un havre de paix. Que le savoir vivre en harmonie avec son voisin, avec son collègue de travail, soit une réalité dans tous nos environnements de vie et de travail. Ainsi, la paix sera le partage de la Côte d'Ivoire entière. Dans les localités de Béoumi et de Diabo, la célébration de la 27e édition de la Journée nationale de la paix est marquée par une campagne de sensibilisation et de dépistage gratuit des cancers du sein, du col de l'utérus, de la prostate et des maladies métaboliques. La célébration de la Journée nationale de la paix se tient chaque année en Côte d'Ivoire à la date du 15 novembre. Elle a été instituée par le décret 96-205 du 7 mars 1996. Retour sur notre plateau, on poursuit avec cette information émanant de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle. La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, ACA, a enjoint les distributeurs de bouquets de chaînes de télévision à appliquer la numérotation logique des services nationaux de télévision en clair diffusée par voie hertzienne terrestre, avec pour date butoir le 31 décembre 2023. Bien avant ce thème, la ACA constate que l'un des distributeurs de bouquets de chaînes de télévision, en l'occurrence Canal+ Côte d'Ivoire, applique depuis le 14 novembre 2023 la numérotation logique. Celle-ci apparaît désormais sur les écrans dans l'ordre déterminé comme suit. Numéro 1, RTI 1. Numéro 2, RTI 2, numéro 3, la 3, numéro 4, NCI, numéro 5, A+ Ivoire, numéro 6, Live TV, numéro 7, 7 Info. La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle s'en félicite et encourage les autres distributeurs de bouquets de chaînes de télévision à autoriser donc à appliquer cette numérotation logique au plus tard le 31 décembre 2023. Le besoin de consommation en riz blanchi en Côte d'Ivoire est évalué à environ 2,6 millions de tonnes par an contre une production nationale de 1,3 million de tonnes par an. Le pays dépend de l'extérieur de plus de la moitié de sa consommation en riz et la Côte d'Ivoire est à la recherche des conditions de sa sécurité alimentaire à travers la mise en œuvre de nombreux projets. Mais comment sortir de cette dépendance de l'extérieur? C'est à cette question que répond ce numéro de Eco Plus signé Dengui Dengui. La nouvelle de l'augmentation du prix du riz en août dernier en Côte d'Ivoire, du fait justement de la tension sur le marché mondial, a plus que jamais actualisé la problématique de l'autosuffisance en riz de la Côte d'Ivoire et surtout ses chiffres officiels. Plus de 900 000 tonnes de riz achetées à l'extérieur en 2021. Ce chiffre est passé à 1,19 million en 2022, avec à la clé une sortie de devises estimée à plus de 400 milliards de francs CFA. Et pourtant, le riz, de l'avis des experts du domaine, peut pousser dans les 4 coins du pays. Depuis, sur toutes les lèvres brûle au moins une question. Comment le pays peut-il satisfaire son besoin intérieur en riz? La recherche de quelques éléments de réponse à cette question nous envoyait à Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire, sur les traces des réalisations de la composante riz du projet de pôle agro-industriel dans la région du Bélier et du district de Yamoussoukro dénommé Deux Pays Bélier. Au quartier Nana, à la porte d'entrée de la ville, des engins de riziculture usagés dans sa cour et cette horloge avec du riz en toile de fond indique la place de cette denrée alimentaire dans la vie de Marcel. J'ai tout eu concernant le riz. Et c'est pour ça que je dis le riz, c'est ma vie. Après plus de 15 ans de dur labeur, Marcel nous montre aujourd'hui fièrement ses prix et trophées, en hommage à la riziculture. C'est le président de la République, M. Alassane Ouattara, qui m'a remis de ses propres mains à la présidence, à la salle des pas perdus. Plus ce joli trophée qu'il a remis à sa femme et elle m'a remis. Ce passionné de la culture du riz insiste pour nous montrer son champ. Cap vers le sud, dans le village de Subiakro, à quelques 15 km du centre-ville.
Le village bénéficie de 144 hectares de bas-fonds aménagés dans le cadre du projet de Pays Bélier. Présentement, c'est en pleine végétation. Voilà, c'est-à-dire talage, vous voyez, tout est bien vert là. On a fait l'entretien des diguettes et autres. De Subiakro, nous mettons le cap sur le nord, à Gamalabo, un autre village de la commune de Yamoussoukro. Ici, un vaste bas-fond est aménagé pour encourager la culture du riz dans le cadre du projet de Pays Bélier. Nous avons réhabilité une vingtaine de périmètres rizicoles qui représentent une superficie de 1200 hectares. Pour cette superficie, nous avons dépensé environ 4 milliards pour la réhabilitation de ces différents périmètres rizicoles-là. Mieux, une petite et moyenne entreprise agricole PMEA intervient dans le cadre de ce projet pour encadrer les riziculteurs. Nous venons avec la mécanisation pour pouvoir professionnaliser l'activité. Au niveau de la production, nous mettons à disposition des producteurs la semence. Nous allons les accompagner aussi dans l'opération de repiquage. Après le repiquage, nous avons nos techniciens qui sont là, l'appui conseil. Arsène, 48 ans, marié et père de 6 enfants, vit de la culture d'un lopin de terre sur cette plateforme. C'est le travail même que moi-même j'ai aimé, parce que depuis mon enfance, en tout cas, j'ai aimé, parce que c'est rentable. La PMEA transporte la récolte ici dans cette unité de transformation Borchamp. Juste à côté vient d'être installé un système de séchage ultra moderne, une véritable bouffée d'oxygène pour les producteurs de riz. Pendant les saisons de pluie, il était difficile de sécher le riz. Donc, comme solution, on a cherché à installer un séchoir mécanique. Quand la moissonneuse récolte, on va acheminer ça au niveau du séchoir. Et pendant 10 heures de temps, nous allons sécher le riz à une température ambiante. Ici, à Gamalabo, de nombreux jeunes ne se nourrissent pas seulement du riz. Ils vivent aussi du riz, surtout sur fond d'hommage au projet de Pays Bélier. Voici une maison dont j'ai bâti. J'ai eu beaucoup d'enfants à ma charge. Et donc j'ai profité à lui construire la deuxième maison. Et donc j'ai vendu le riz, hein. J'ai envoyé le riz à l'unité. Je pense bien que je vais tourner les deux là dans le mois de décembre. Après avoir payé leur crédit d'intrant, fait sortir les trucs d'intrant, que j'ai pu payer une moto, j'ai pu construire encore, scolariser les enfants. Et bon, encore, ça nous donne encore de la nourriture. Au ministère de l'Agriculture, les experts du domaine assurent que le gouvernement met les bouchées doubles pour assurer la sécurité alimentaire du pays. Nous sommes de l'ordre de 55 à 60% de couverture de notre besoin. Donc il nous reste presque la moitié qu'il va falloir combler. Donc le défi pour nous, c'est de ne pas attendre au-delà de 2-3 ans, parce que nous estimons que nous pouvons exporter. Mais encore faut-il que les populations s'intéressent à la riziculture. Il faudrait que les Ivoiriens même s'engagent et pratiquent l'activité de production de riz comme un métier. Du reste, les réalisations du projet de Pays Bélier montrent que les ressources naturelles, notamment l'eau et les terres, existent. Les techniques et technologies sont disponibles. Les hommes et les femmes prêts pour le labeur aussi. Et que le secteur privé est en embuscade pour le financement. Reste maintenant, de l'avis de nombreux experts du domaine, une forte volonté politique pour que la Côte d'Ivoire soit non seulement autosuffisante en riz, mais aussi et surtout exportatrice de cette denrée alimentaire. Voilà, la consommation en riz en Côte d'Ivoire, comment sortir de la dépendance. Un dossier proposé par Dengui que vous pourrez revoir sur RTI Info. En attendant, nous, on se rend tout de suite dans la région du Poro. La Cour d'appel de Korogo a rendu plus de 300 arrêts sur 358 au cours de l'année 2022-2023. Le premier président de la Cour d'appel de Korogo, Abou Koné, l'a annoncé lors de la rentrée solennelle de son institution. Cette rentrée solennelle 2023-2024 était couplée à la cérémonie d'installation du nouveau président de la Chambre et de prestation du nouveau substitut du procureur de Korogo. Et c'est avec Ami Sissoko qu'on en parle.
Cour d'appel de Korogo. L'année judiciaire 2022-2023 a enregistré un total de 312 arrêts et 2 ordonnances sur 358 dossiers reçus. Entre autres, 128 arrêts en matière correctionnelle, 28 en matière criminelle et 120 en matière d'instruction. Soit un résultat satisfaisant de 88% selon son premier président. L'information a été donnée au cours de la rentrée solennelle 2023-2024. Ce résultat satisfaisant est à mettre à l'actif de l'ensemble du personnel de la Cour. J'engage l'ensemble des chefs de juridiction et tous les magistrats du ressort de notre Cour, sans omettre tous les greffiers en chef, greffiers et fonctionnaires, à œuvrer pour la bonne marche des différents services. Cette rentrée solennelle est aussi l'occasion pour la Cour de présenter les magistrats affectés dans les juridictions de son ressort. Cette année, la Cour d'appel de Korogo reçoit un nouveau substitut du procureur, Abdoulaye Kone, qui a prêté serment. La Cour accueille également des Princes Ago, ex-président du tribunal de Lakota, installé comme président de chambre. Il présidera la 2e chambre civile, commerciale et administrative, ainsi que la chambre sociale. En tant que substitut du procureur, mes fonctions consistent à régler toutes les procédures d'enquête de police qui seront transmises par les unités de police et de gendarmerie du ressort du tribunal de première instance de Korogo à monsieur le procureur. Également, en matière pénale, il s'agira pour nous de rédiger les réquisitoires introductifs. Président de chambre, ça consiste au niveau de la Cour d'appel à traiter les dossiers qui ont fait l'objet d'appel. Les juges qui ont été traités déjà au premier degré, dans les juridictions de première instance, dans les TPI et dans les sections. Et donc, qui ont fait l'objet d'appel et qui sont rejugés au niveau de la Cour d'appel. Cette année, à la Cour d'appel de Korogo, l'accent sera mis sur le contrôle des notices et statistiques de détention selon le premier président. Autre priorité, l'organisation des rencontres de formation entre magistrats pour débattre des questions juridiques afin que tout soit au même niveau d'information. Il faut se laver régulièrement les mains pour éviter les maladies dites des mains sales. La journée mondiale du lavage des mains, célébrée le 15 octobre de chaque année, a été l'occasion d'en parler. Cette journée célébrée le 15 octobre a été officiellement organisée en Côte d'Ivoire le 2 novembre dernier. C'était dans la commune de Port-Boué. À l'occasion, le ministre de la Santé a annoncé le renforcement de la sensibilisation, cela de maintenant jusqu'à la période des fêtes de fin d'année pour une population en très bonne santé. C'est ce que nous rapporte Didier Nguessan. Cette restauratrice offre à sa cliente de l'eau dans un bocal pour le lavage des mains. Quand les clients viennent, je puise de l'eau, je donne à mes clients. Comme je n'ai pas de tout, je donne du savon, lave la main bien propre. Ensuite, ils mangent la nourriture. Cette habitude ne respecte pas les règles d'hygiène. Moi, j'aimerais que quand un client vient, on met le récipient pour que le client lave les mains. Une fois qu'il lave les mains avant de manger, une fois qu'il finit de laver les mains, avant de finir de manger, on change l'eau, on met l'eau dans un autre récipient pour qu'il puisse laver les mains avec du savon bien propre. Marie-Thérèse, agent à la direction de l'hygiène, sensibilise la restauratrice sur les bonnes pratiques. On conseille qu'on se lave les mains sous un filet d'eau. Le lavage des mains au savon et à un point d'eau qui s'écoule, suivant les recommandations de l'UNICEF, permet de réduire de 35% les risques de diarrhée et d'infection. Soigner une diarrhée chez un enfant à l'hôpital, en ambulatoire, coûte environ 20 000 francs. En cas d'hospitalisation, les frais s'élèvent à près de 90 000 francs CFA en moyenne. Une station de lavage des mains ainsi que des activités de promotion de l'hygiène reviennent à moins de 3 500 francs CFA par personne. Ainsi donc, le lavage des mains est l'un des moyens les moins coûteux pour prévenir les maladies infectieuses et sauver les vies. Le ministère de la Santé annonce pour les prochains mois la sensibilisation de la population. La pratique du lavage des mains, geste simple mais essentiel, à moindre coût, est efficace pour non seulement nous protéger contre les nombreuses maladies, protéger ceux qu'on aime, ceux qui partagent notre quotidien, mais également de manière indirecte, protéger toute la population. Nous allons particulièrement insister pour que le lavage des mains rentre dans le quotidien de tous les Ivoiriens. Les hôpitaux généraux de Féké, Ouangolodougou et Téini, qui se sont démarqués dans la pratique de mesures d'hygiène, ont été récompensés avec des produits d'hygiène.
La question de la transformation de déchets plastiques préoccupe le gouvernement ivoirien et les acteurs du secteur plastique. Ils s'emploient donc à inculquer aux populations l'importance du recyclage des déchets plastiques et pour mener efficacement la lutte et débarrasser l'environnement ivoirien de ces déchets, eh bien, l'INPHB, l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny, vient de signer un partenariat avec l'association ivoirienne pour la valorisation des déchets plastiques. On voit cela avec Davis Oyo. La capitale économique ivoirienne, Abidjan, produit à elle seule 280 tonnes de déchets plastiques par jour, selon les chiffres récents du Programme des Nations Unies pour l'environnement. Alors se pose la question du recyclage de ces déchets. L'interrogation conduit à une signature de convention entre l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny, INPHB et l'Association ivoirienne pour la valorisation des déchets plastiques. En ligne de mire, développer un service de qualité et une amélioration continue de la performance de la filière plastique. C'est un vivier qui est important et cette collaboration aujourd'hui vient justement montrer qu'il y a une valeur technologique, une valeur scientifique en termes de recherche et développement qu'il faut développer pour que ça puisse soutenir justement ce secteur important de l'économie. Cet accord vient également offrir aux étudiants de l'INPHB des opportunités d'emploi. Nos étudiants ont besoin, n'est-ce pas, de rentrer dans le secteur professionnel avec toutes les compétences possibles. Et c'est vraiment le sens de la signature de cet accord qui permettra à nos étudiants d'aller en stage, d'apprendre dans le milieu professionnel et de mettre en pratique toutes les notions théoriques qu'ils ont reçues à l'INPHB. Acté ce jour, ce partenariat est soumis au droit ivoirien. Il s'étendra sur une durée de 1 an renouvelable. Et on poursuit cette fois pour terminer à l'international, au Mali. Quelle perspective après la prise de Kidal par les forces armées? L'armée malienne, avec l'appui du groupe paramilitaire russe Wagner, a pris position hier mardi dans la ville de Kidal, bastion de la rébellion depuis maintenant 11 ans. Victoire pour les autorités maliennes, mais qu'en sera-t-il de l'avenir? La question reste posée. Et c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente journée de la paix dans vos familles.